La mafia qu'aucun gouvernement ne touchera. Comment opèrent les réseaux criminels israéliens. Le soir tombait sur Tel Aviv, le 11 décembre 2003, lorsque le monde sembla s'arrêter pendant un instant, juste avant d'exploser. Il était un peu plus de 5 heures de l'après-midi dans la rue Yehuda Halevi, en plein centre du quartier commerçant de la ville, un bureau de change, des gens qui rentraient du travail, des touristes, des familles. La vie quotidienne d'une ville habituée, malheureusement, à vivre sous la menace. Et puis la voiture a explosé. 3 personnes sont mortes sur le coup. 18 autres ont été blessées. Du verre, du métal tordu, du sang sur l'asphalte. Et dans les premières minutes, personne n'a douté. Ils étaient en pleine seconde intifada. Les attentats à la voiture piégée faisaient partie du décor. La police, les journalistes, les citoyens qui couraient, terrifiés, tous sont arrivés presque instinctivement à la même conclusion. Terrorisme palestinien. C'était ce qui paraissait logique. C'était ce qui semblait correspondre. Mais ce n'était pas ça. En quelques heures, la police israélienne a confirmé quelque chose que personne n'attendait, quelque chose que beaucoup ne voulaient pas entendre. La bombe n'était pas l'œuvre d'une cellule djihadiste. C'était un règlement de compte entre mafieux. La cible était Zev Rosenstein, le parrain le plus puissant de Tel Aviv. L'homme qui avait ordonné l'exécution s'appelait Yitzhak Abergil, chef de l'organisation criminelle la plus redoutée qu'Israël ait jamais connue. Rosenstein a survécu. Comme presque toujours, les 3 personnes qui sont mortes ce jour-là n'avaient rien à voir avec rien. Elles se trouvaient simplement là. Et cette explosion n'a pas seulement détruit un pâté de maisons du centre de Tel Aviv. Elle a aussi détruit un mensonge que l'État d'Israël construisait avec soin depuis des décennies. Le mensonge selon lequel le crime organisé n'existait pas dans le pays. Selon lequel c'était un problème d'ailleurs. Selon lequel la terre promise était à l'abri de ce type de pourriture. La réalité était très différente. Israël était devenu le quartier général d'un empire criminel sans frontières. Un empire qui, au moment de sa plus grande expansion, contrôlait 75% de l'approvisionnement en ecstasy aux États-Unis, qui utilisait le commerce des diamants pour blanchir des centaines de millions de dollars, qui avait bâti une industrie de la fraude capable de voler 10 milliards de dollars par an à des victimes dans le monde entier, et qui avait su exploiter l'une des lois les plus sacrées de l'histoire du pays pour protéger ses chefs de la justice pendant des décennies. Voici l'histoire du fonctionnement de cet empire et du prix qu'il a fallu payer pour le démanteler. Pour comprendre comment le crime organisé israélien est devenu une puissance mondiale, il faut remonter le temps. Bien avant les bombes et les règlements de compte. Il faut revenir aux années 50, aux premières années d'existence de l'État d'Israël, lorsque le pays récemment fondé absorbait des vagues massives d'immigrants juifs, Mizraïm et séfarades venus du Maroc, d'Égypte, d'Iran, d'Irak, du Yémen et de Tunisie. Des centaines de milliers de personnes sont arrivées sur une terre qui leur promettait la dignité, et elles ont trouvé autre chose. Elles ont été dirigées vers des villes de développement appauvries et des camps de transit, loin des centres économiques de Tel Aviv et de Haïfa. Des logements surpeuplés, de la discrimination sur le marché du travail, des policiers qui détournaient le regard. C'était une cocotte minute sociale, culturelle et économique. Et les cocottes minutes, tôt ou tard, explosent. Presque toutes les grandes familles criminelles israéliennes trouvent leurs racines dans ces communautés marginalisées. Les Abergil, des Juifs marocains élevés dans les quartiers pauvres de Lod, les Aboutboul, aux racines marocaines et tunisiennes, de Netanya. Les frères Alperon, des Juifs égyptiens, 12 enfants entassés dans un appartement de 2 pièces à Givat Moshe. Le clan Shirazi, des Juifs iraniens, également de Netanya, Zev Rosenstein, fils d'un père roumain et d'une mère juive des montagnes, élevés à Jaffa. Tous nés dans la pauvreté, tous attirés par la seule économie qui ne demandait pas d'où tu venais, l'économie du crime. Pendant des décennies, le gouvernement israélien a choisi de détourner le regard. En 1971, le procureur général de l'État a examiné les éléments disponibles et est arrivé à une conclusion officielle stupéfiante par son cynisme. Il n'y avait aucune preuve de l'existence du crime organisé en Israël. Aussi simple que cela. En 1978, un document de renseignement policier transmis à la presse nommait les 11 criminels les plus dangereux du pays. Le gouvernement l'a enterré. Le modèle a été établi dès le début. Nier, ignorer,
et répétée. Au cours des années 90, il n'était plus possible de continuer à nier. L'assassinat du vieux chef mafieux Yeheskel Aslan, en 1993, abattu dans une rue de Tel Aviv, après avoir survécu à 9 tentatives d'assassinat précédentes, a déclenché une lutte pour le pouvoir qui allait durer 2 décennies. Une nouvelle génération a pris la relève, plus jeune, plus violente, plus ambitieuse. Et elle ne se contentait pas de dominer Israël. Elle voulait dominer le monde. Yitzhak Abergil avait été condamné pour meurtre à l'âge de 10 à 7 ans. Il a passé 13 ans en prison, où il a lu Nietzsche et Ayn Rand, et s'est construit une réputation si redoutable que d'autres détenus venaient le voir pour régler leurs conflits. Lorsqu'il est sorti, il était prêt à bâtir un empire. Ce n'était pas un homme impulsif, c'était un stratège. Zev Rosenstein, de son côté, n'avait pas terminé ses études secondaires, mais il possédait quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, une détermination absolue. Il s'était frayé un chemin à travers les casinos illégaux près de la gare routière centrale de Tel Aviv. Il connaissait les rues, il connaissait les gens, et il connaissait les règles non écrites de ce monde. Yaakov Alperon dirigeait déjà des réseaux d'extorsion dans toute la région métropolitaine de Tel Aviv. Les Alperon formaient une famille nombreuse, connectée et brutale, avec des ramifications dans presque tous les secteurs du business criminel. Et puis la vague russe est arrivée. Environ 1 million d'immigrants juifs soviétiques sont arrivés en Israël après 1989, fuyant l'effondrement de l'Union soviétique. Parmi eux, selon les estimations policières, entre 5 000 et 6 000 personnes ayant des antécédents criminels. Des vétérans du crime organisé soviétique qui apportaient avec eux des contacts internationaux, des méthodes éprouvées et une absence totale de scrupules. Au cours des 15 années suivantes, la police a estimé que le crime organisé russe avait blanchi entre 5 milliards et 10 milliards de dollars à travers le système bancaire israélien. Et il l'a fait avec une facilité stupéfiante, parce qu'Israël, à ce moment-là, n'avait aucune loi contre le blanchiment d'argent. Aucune. L'argent entrait et sortait sans que personne ne pose trop de questions. Au début des années 2000, la police israélienne avait identifié en privé 16 familles criminelles, dont 5 avec une présence nationale, générant ensemble une estimation de 50 milliards de shekels par an, environ 14 milliards de dollars. Le produit intérieur brut d'un petit pays, généré au noir, dans l'ombre, sur le dos de citoyens qui ne savaient rien. Et les guerres de territoire entre ces familles étaient spectaculaires, brutales et totalement publiques. Des voitures piégées dans des rues très fréquentées, des tueurs à moto, avec des armes munies de silencieux, des missiles anti-chars tirés contre des maisons dans des quartiers résidentiels, des tueurs à gages importés de Biélorussie et d'autres pays de l'ancienne Union soviétique. Israël, durant ces années-là, vivait une guerre mafieuse qui n'avait rien à envier à la Sicile dans les pires moments de Cosa Nostra. En juin 2002, Yaakov Abergil, le frère aîné de Yitzhak, a été abattu devant sa famille. La réponse de Yitzhak a été immédiate et sans pitié. Il a ordonné l'assassinat de son rival Félix Aboutboul devant son casino à Prague. Puis, il a ordonné l'attentat de décembre 2003 à Tel Aviv, celui qui a tué 3 personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec tout cela. Les victimes civiles sont devenues routinières, des dommages collatéraux, des vies qui se trouvaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. En mai 2005, une fillette de 3 ans, appelée Léa Karev, a été tuée lors d'une fusillade depuis un véhicule en mouvement à Lod. En juillet 2008, une assistante sociale appelée Margarita Linen, âgée de 31 ans, a été abattue sur la promenade maritime de Bat Yam devant son mari et ses 2 enfants, lors d'une tentative ratée de tuer un associé des Abergil. Une photographie de famille, prise 20 minutes avant sa mort, est devenue le symbole le plus troublant de cette période. L'image d'une femme souriante, entourée des personnes qu'elle aimait, sans savoir qu'il ne lui restait que quelques minutes à vivre. Le journal Maariv a publié une avec un seul mot. Assez. C'en était trop. En 2009, un câble de l'ambassade américaine, plus tard diffusé par Wikileaks, décrivait la situation avec une brutalité qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Le titre du câble était d'une clarté implacable. Israël, la terre promise du crime organisé. L'ambassadeur identifiait 16 familles criminelles et 78 individus au centre de l'activité criminelle du pays.
Et il signalait, presque au passage, un détail plus parlant que n'importe quelle statistique. La nièce d'un puissant parrain mafieux avait été élue membre du Parlement. Mais tout cela n'était que le portrait intérieur. Ce que ces familles ont construit à l'échelle internationale, c'est là que commence la véritable histoire. Parce que ces hommes n'étaient pas des voyous de rue. C'étaient des directeurs généraux d'entreprises multinationales. Ils opéraient avec l'efficacité de sociétés du Fortune 500 et la morale d'un cartel sud-américain. Et ils savaient exactement quel marché exploiter et comment le faire. Commençons par l'ecstasy. En l'an 2000, devant le Congrès des États-Unis, les responsables des douanes l'ont dit sans détour. Les éléments du crime organisé israélien contrôlaient le commerce de l'ecstasy en Amérique, depuis la production jusqu'à la phase de contrebande internationale. L'agence antidrogue des États-Unis, connue sous son sigle anglais DEA, a chiffré l'affaire. 75% de tout l'approvisionnement en ecstasy aux États-Unis passait par des réseaux israéliens. L'économie de ce business était tout simplement obscène. Les comprimés étaient fabriqués dans des laboratoires clandestins en Hollande et en Belgique, pour un coût compris entre 5 et 25 cents de dollars l'unité. Dans les rues de New York, Miami ou Los Angeles, chaque comprimé se vendait entre 25 et 50 dollars. Un investissement de 100 000 dollars pouvait se transformer en 5 millions de dollars en quelques semaines. La marge bénéficiaire était si absurde qu'elle faisait passer le trafic de drogue conventionnelle pour une activité de seconde zone. La figure centrale de cette machine était Oded Twito, décrit par la DEA comme le responsable de l'opération de contrebande d'ecstasy la plus importante jamais identifiée dans l'histoire. Il a importé plus de 7 millions de comprimés aux États-Unis en utilisant un réseau de passeurs qui combinait une créativité sans limite avec une froideur absolue. Des danseuses de clubs nocturnes de Manhattan transportaient entre 30 000 et 60 000 comprimés par voyage dans des bagages spécialement conçus. Des couples de personnes âgées, qui ne correspondaient absolument pas au profil de trafiquants de drogue, servaient de passeurs, en tirant parti précisément de leur apparence inoffensive. Des colis étaient envoyés par messagerie à travers des pays tiers afin de rendre le traçage plus difficile. Et dans l'un des stratagèmes les plus audacieux et les plus troublants, un Israélien installé à Amsterdam, nommé Sean Arez, a recruté comme passeur de jeunes juifs hassidiques du quartier de Brooklyn, à New York. L'histoire qu'il leur racontait était parfaite dans sa cruauté. Il leur disait qu'il transportait des diamants pour la Terre sainte. Une mitzvah, une bonne action, un acte de piété religieuse, et il remplissait leurs valises de comprimés d'ecstasy. Ces jeunes, profondément religieux, agissaient de bonne foi, persuadés de faire quelque chose de sacré. Cette affaire a plus tard inspiré le film de 2010 intitulé Holy Rollers avec Jesse Eisenberg. Le président George W. Bush a personnellement désigné Twito comme baron de la drogue en mai 2002. Il a finalement été arrêté, en Espagne. Il est mort d'une crise cardiaque dans sa cellule d'une prison de Brooklyn en juin 2004, à 44 ans, avant de pouvoir être jugé. Pendant ce temps, Zev Rosenstein, l'homme qui avait survécu à 7 tentatives d'assassinat, y compris à la voiture piégée de 2003, continuait d'exploiter son propre circuit. En novembre 2004, des agents fédéraux ont saisi 700 000 comprimés d'ecstasy et 187 000 dollars en espèces dans un appartement de Manhattan et ont fait remonter toute la piste jusqu'à lui. La DEA l'a inscrit sur la liste des cibles prioritaires consolidées du procureur général des États-Unis, la liste des trafiquants de drogue les plus recherchés au monde. Il allait devenir le premier grand parrain israélien à être extradé vers les États-Unis, après une bataille juridique de plusieurs années qui est allée jusqu'à la Cour suprême d'Israël. L'organisation Abergil gérait des réseaux parallèles d'ecstasy à travers le port d'Anvers. Yitzhak lui-même a été condamné par un tribunal belge en 2008 pour trafic de drogue à travers cette ville. À Los Angeles, les Abergil se sont associés aux gangs de rue connus sous le nom de Vineland Boys pour distribuer des comprimés et contrôler du territoire. Lorsqu'un trafiquant israélien nommé Sami Attas aurait volé 76 kg d'ecstasy dans une cargaison des Abergil, il a été abattu sur le parking d'un café d'Encino le 30 et 1 août 2003, sans procès, sans négociation, sans seconde chance. Lors d'une seule opération policière à Los Angeles, en juillet 2002,
400 000 comprimés d'ecstasy, estimés à 5 millions de dollars, ont été saisis. Un trafiquant israélien, nommé Ilan Zarger, a fourni près de 4 millions de comprimés sur 3 ans au réseau de distribution de drogue en Arizona de Sami the Bull Gravano, l'ancien sous-chef de la famille Gambino, qui fut l'informateur le plus célèbre de l'histoire du crime organisé américain. L'ampleur du business était véritablement mondiale. Australie, Japon, Afrique du Sud, Thaïlande. Partout où il existait une scène de clubs nocturnes et de l'argent disponible, les réseaux israéliens apparaissaient avant tout le monde. Parce qu'ils avaient déjà construit l'infrastructure de distribution avec un produit complètement différent, les diamants. La bourse israélienne du diamant, à Ramat Gan, traite environ 40% de la production mondiale de diamants bruts. En verre, où 86% des diamants bruts du monde passent à un moment ou à un autre, brasse 37 milliards de dollars par an et compte une présence israélienne extraordinairement solide. Les diamants sont portables, de grande valeur et pratiquement impossibles à tracer. Ils sont, comme l'a décrit un enquêteur avec une précision brutale, une forme parfaite pour blanchir de l'argent, cacher de l'argent, frauder le fisc. Les Abergil étaient basés à Ramat Gan, la même ville où se trouvait la bourse du diamant. Leur ecstasy circulait par Anvers, la capitale mondiale du diamant. Les mêmes routes, la même infrastructure logistique, des produits différents, le croisement entre le commerce légitime des pierres précieuses et le trafic illégal de drogue n'avait rien d'un hasard. Il était délibéré, élégant et presque invisible pour les autorités qui ne savaient pas exactement quoi chercher. Mais l'entreprise criminelle israélienne la plus audacieuse n'a pas été la drogue ni les diamants, ce fut la fraude. À l'apogée du business, au milieu des années 2010, des centaines d'entreprises employant des milliers d'Israéliens opéraient depuis des centres d'appel répartis entre Tel Aviv, Ramat Gan, Herzliya et Césarée, en gérant des plateformes de trading d'options binaires entièrement truquées. Le schéma était diabolique par sa simplicité et par son ampleur. L'entreprise était la contrepartie de chaque opération effectuée par l'investisseur. Si l'investisseur gagnait, l'entreprise perdait. Par conséquent, les plateformes étaient conçues dès le départ pour garantir que les investisseurs perdent toujours. Toujours. Les algorithmes étaient manipulés. Les données étaient fausses. Les promesses de rentabilité n'étaient que pure fiction. Les opérateurs appelaient des personnes dans le monde entier, dans toutes les langues, avec tous les accents nécessaires, promettant des rendements extraordinaires et récupérant les économies de toute une vie. Le Bureau fédéral d'enquête des États-Unis, connu sous son sigle anglais FBI, a estimé que l'industrie mondiale de la fraude aux options binaires volait 10 milliards de dollars par an, et l'épicentre de toute cette industrie se trouvait en Israël. Une ancienne employée a déclaré que son entreprise, à elle seule, encaissait 10 millions de dollars par mois. Lee Elbas, directrice générale d'une entreprise appelée Ucom Communication, qui exploitait les plateformes Binary Book et Big Option, a été arrêtée par le FBI à l'aéroport JFK de New York en septembre 2010 à 7. Elle a été condamnée pour fraude électronique dans le cadre d'un système portant sur 145 millions de dollars, condamnée à 22 ans de prison fédérale. Le Parlement israélien a voté 53 contre 0 en octobre 2010 à 7 pour interdire toute l'industrie. Une unanimité remarquable dans un corps législatif qui tombe rarement d'accord sur quoi que ce soit. Mais au moment où la loi a été adoptée, les opérateurs s'étaient déjà adaptés. Ils s'étaient déplacés en Bulgarie, en Serbie, en Ukraine et au Kosovo. Ils s'étaient tournés vers les arnaques aux crypto-monnaies et la fraude sur le marché des devises. Les outils changeaient. Les victimes restaient les mêmes. L'argent continuait de couler dans la même direction. Et tout cela, absolument tout, aurait été bien plus difficile sans un bouclier juridique qui a transformé Israël, pendant des décennies, en sanctuaire de fait pour des criminels venus du monde entier. La loi du retour, adoptée en 1950, accorde à toute personne juive le droit d'immigrer en Israël et de recevoir la citoyenneté. C'est l'une des lois les plus importantes de l'histoire du pays, conçue pour offrir un refuge aux Juifs persécutés dans n'importe quel coin du monde. Son origine morale est incontestable. Son histoire est sacrée. Mais en 1978, le gouvernement du Premier ministre Menachem Begin a adopté la loi sur les crimes commis à l'étranger, qui, dans la pratique,
a supprimé l'extradition des citoyens israéliens. Sans exception, sans nuance. Un citoyen israélien qui commettait un crime dans un autre pays pouvait revenir en Israël et être totalement à l'abri de la justice étrangère. Pendant plus de 20 ans, Israël est devenu exactement ce qu'un juge de la Cour suprême israélienne avait averti qu'il pourrait devenir: un refuge pour criminels. Comme l'a exprimé un responsable américain avec une franchise qui laissait peu de place à l'interprétation, il n'y a aucune grande figure du crime organisé russe que nous suivions qui ne possède pas aussi un passeport israélien. L'affaire qui a finalement forcé une réforme du système fut si extrême qu'elle en devenait presque incompréhensible. En 1997, un adolescent nommé Samuel Shinbein a assassiné et démembré un camarade de classe dans le Maryland. Il a ensuite fui en Israël et réclamé la citoyenneté par l'intermédiaire de son père. Il n'avait jamais vécu dans le pays. Il ne l'avait jamais visité. Mais la Cour suprême israélienne a bloqué l'extradition dans une décision divisée. L'indignation fut internationale. Le Congrès des États-Unis a menacé de retenir 500 millions de dollars d'aide américaine à Israël. Shinbein a finalement été jugé en Israël et condamné à 24 ans de prison. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 2014, il a introduit clandestinement un pistolet en prison, a tiré sur 6 gardiens et a été abattu par la police. Les réformes législatives sont arrivées en 1999 et en 2001, mais les experts juridiques qui ont analysé les changements ont été clairs. Les failles existaient toujours. La loi réformée laissait encore des échappatoires qui permettraient à de nombreux criminels de se réfugier sur le sol israélien. Et ils avaient raison. Extraditer Zev Rosenstein, en 2006, a exigé des années de bataille judiciaire. L'extradition de Yitzhak Abergil, en 2011, a nécessité un acte d'accusation fédéral de 77 pages avec 32 chefs d'inculpation. Et l'affaire Malka Leifer, une fugitive australienne accusée d'abus sur mineurs, qui a évité l'extradition à travers plus de 70 audiences judiciaires pendant près de 13 ans, a démontré de manière irréfutable à quel point le système restait dysfonctionnel. Tout empire a une faiblesse, le point où sa propre logique interne se retourne contre lui. Pour la mafia israélienne, cette faiblesse fut sa propre violence hors de contrôle. Tuer 3 civils dans une rue fréquentée du centre de Tel Aviv en pleine seconde intifada. Une explosion si brutale qu'elle fut d'abord confondue avec un attentat palestinien. C'était la ligne qu'il ne pouvait pas franchir, puis prétendre revenir en arrière. Le Premier ministre, Ariel Sharon, a convoqué une réunion d'urgence du cabinet. Il a promis 500 millions de shekels, soit environ 100 millions de dollars, pour lutter contre le crime organisé. En 2003, le Parlement a adopté la loi de lutte contre le crime organisé, l'équivalent israélien du statut RICO américain. Elle imposait des peines de 10 ans de prison pour direction d'une organisation criminelle et établissait la confiscation obligatoire des biens. En janvier 2008, le gouvernement a créé l'unité Lahav 433, une unité de 950 agents modelés sur le FBI, spécialement conçue pour démanteler les syndicats criminels. Cette même année, une autorité de protection des témoins a été mise en place. La machine de l'État commençait enfin à se mettre sérieusement en mouvement. Et puis l'affaire 512 est arrivée, la plus grande enquête criminelle de l'histoire d'Israël. Celle qui a finalement brisé l'ancienne garde. Tout a commencé avec l'attentat de 2003 et a grandi jusqu'à devenir une enquête démesurée couvrant 40 affaires individuelles, plus de 60 suspects et plus de 12 ans d'activités criminelles documentées. La coopération internationale fut essentielle. Le FBI, la DEA, Europol et la police fédérale australienne ont apporté des renseignements et du personnel. 7 témoins d'État ont été recrutés, une proposition extraordinairement dangereuse dans un pays où la mafia avait démontré à plusieurs reprises qu'elle pouvait atteindre n'importe qui. L'un de ces témoins, un homme nommé Yoni Alzam, a été retrouvé mort par empoisonnement au cyanure dans sa cellule d'une prison de haute sécurité, la veille du jour où il devait témoigner. Dans une prison de haute sécurité, le message était parfaitement clair et parfaitement calculé. En 2015, plus de 50 suspects ont été arrêtés lors de raids coordonnés dans tout Israël. Le procès a duré 6 ans. Il s'est tenu dans des salles d'audience spécialement construites, avec des vitres pare-balles séparant les accusés des témoins,
des juges et des procureurs. C'était un spectacle d'une théâtralité oppressante, le reflet de la brutalité du monde qui était jugé. En novembre 2021, Yitzhak Abergil a été condamné pour 3 chefs d'homicide dans l'attentat de 2003. Le verdict comptait 824 pages. En juin 2022, il a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité, plus 30 années supplémentaires. En novembre 2024, la Cour suprême a rejeté son dernier recours. Il mourra en prison. Zev Rosenstein avait purgé environ 10 à 7 ans entre ses condamnations américaines et israéliennes et a été libéré sous condition en 2021, déclarant qu'il se retirait du monde criminel. Les services de renseignement de la police, selon des informations persistantes, pensent différemment. Hai Aboutboul restait en prison, confronté à des accusations supplémentaires de meurtre. Rico Shirazi purgeait 10 à 7 ans cumulés de condamnation. Le procureur qui a clos l'affaire a parlé de la fin d'une époque. Mais détruire l'ancienne garde ne signifiait pas détruire le crime organisé. Cela signifiait créer un vide. Et ce qui s'est précipité pour le remplir était, à bien des égards, plus difficile à combattre. Les familles criminelles juives traditionnelles, qui avaient dominé le paysage depuis les années 90, étaient brisées ou en déclin. À leur place, les familles criminelles arabes israéliennes ont émergé pour occuper l'espace. Le clan Abu Qaïda, une organisation druze comptant environ 220 membres, peut être aujourd'hui la famille criminelle la plus puissante d'Israël. La famille Bakri, de Nazareth, compte près de 120 membres actifs. La famille Jariri, basée à Ramla, et la famille Karaja sont d'autres groupes de référence. Ces groupes opèrent d'une manière fondamentalement différente des anciens syndicats juifs. Ils sont plus décentralisés, plus disposés à utiliser une violence extrême dans des zones résidentielles, et ils sont mieux connectés aux armes de guerre qui filtrent depuis les conflits de Syrie, du Liban et des territoires palestiniens. Le type d'arsenal que l'on associe normalement à la guerre, pas au crime organisé, et les forces de l'ordre, qui manquent de moyens depuis des décennies dans les communautés arabes, profondément contestées par les populations qu'elles sont censées servir et solliciter sur de multiples fronts, n'ont pas pu suivre le rythme. La violence qui a suivi a atteint une ampleur qu'Israël n'avait jamais vue auparavant. 123 personnes assassinées dans les communautés arabes en 2020, 135 en 2021, puis les chiffres ont explosé. 244 personnes en 2023, 237 en 2024. En 2025, les données laissaient penser que le nombre dépasserait les 250 victimes. Environ une personne assassinée chaque jour. La police a résolu entre 10 et 15% des homicides dans les communautés arabes. Dans les communautés juives, le taux de résolution était de 65%. La différence ne reflète pas une capacité technique. Elle reflète des priorités. Elle reflète des ressources. Elle reflète des décennies d'abandon institutionnel qui ont fait de certaines communautés un terrain fertile pour le crime organisé. On estime que 400 000 armes à feu illégales circulent en Israël, 400 000, et l'appareil créé pour combattre le problème n'a pas été immunisé contre la corruption. En septembre 2025, 4 agents de l'unité Lahav 433, l'unité même qui avait été construite pour lutter contre le crime organisé, ont été arrêtés pour avoir transmis des renseignements aux mêmes familles criminelles qu'ils étaient censés enquêter. Le commissaire de police Daniel Levy a parlé d'un état d'urgence national, et il ne le disait pas comme une métaphore. L'économie criminelle a également changé. Après l'interdiction des options binaires en 2010 à 7, les opérateurs de la fraude israélienne se sont tournés vers les arnaques aux crypto-monnaies et la fraude sur le marché des devises. Ils ont déplacé leurs centres d'appel en Bulgarie, en Serbie, en Ukraine et au Kosovo. Un rapport gouvernemental a reconnu que la fraude en ligne était devenue plus lucrative que le trafic de drogue et le vol physique réunis. Les méthodes ont changé. L'argent n'a pas cessé de couler. Et il y a une question qu'il devient difficile d'éviter lorsqu'on examine toute cette histoire avec honnêteté. Si un pays possède des lois qui ont protégé pendant des décennies les criminels opérant depuis son territoire, si l'État a mis 40 ans à admettre que le problème existait, si la corruption a atteint le centre même de l'unité conçue pour combattre le crime, si la nièce d'un parrain mafieux est arrivée au Parlement sans que personne ne sourcille,
La question n'est pas seulement de savoir qui sont les criminels. La question est de savoir quel type de système l'a permis. Pour comprendre la portée réelle de ce qui a été construit, il vaut la peine de s'arrêter un instant sur les chiffres, non pas comme une statistique abstraite, mais comme la mesure d'un échec collectif. 10 milliards de dollars volés par an rien qu'à travers la fraude aux options binaires. 7 millions de comprimés d'ecstasy importés par un seul opérateur aux États-Unis. 10 milliards de dollars blanchis à travers le système bancaire israélien sur une période de 15 ans. Ce ne sont pas des chiffres marginaux. Ce sont les signes d'un système qui a fonctionné pendant des décennies parce que cela l'arrangeait de fonctionner. Les conditions structurelles qui ont créé le crime organisé israélien n'ont pas disparu. Les communautés marginalisées existent toujours. Les frontières poreuses existent toujours. Un système judiciaire surchargé existe toujours. Et un pays qui a passé des décennies dans le déni actif tente maintenant de rattraper un monde criminel qui a toujours changé plus vite que les lois conçues pour le contenir. Chaque fois que les forces de l'ordre démantèlent une génération de criminels, les mêmes conditions qui les ont produits génèrent la suivante. C'est un cycle qui ne se brise pas avec des arrestations ni avec des condamnations, aussi spectaculaires soient-elles. Il se brise, s'il se brise un jour, lorsque l'on s'attaque aux racines. La pauvreté, l'exclusion, la méfiance envers les institutions et la corruption qui permettent à l'argent sale de circuler sans conséquence pendant des décennies. Abu Qaïda, le clan druze qui est peu, être aujourd'hui la famille criminelle la plus puissante d'Israël, détient des contrats gouvernementaux de construction pour bâtir des bases de l'armée israélienne et des sections de la barrière frontalière. Dans le même temps, les renseignements policiers associent certains de ses membres à des liens avec le Hezbollah. La ligne entre le crime organisé et l'État, dans certains contextes, n'a jamais été aussi fine. Et quelque part dans un centre d'appel à Ramat Gan, ou peut être à Sofia, ou à Belgrade, ou dans n'importe quelle ville où le contrôle est plus faible et l'extradition plus compliquée, quelqu'un décroche le téléphone en ce moment même. Il a construit une histoire parfaitement crédible. Il a étudié le profil de sa victime. Il connaît la langue qu'il doit utiliser, le ton qu'il doit adopter, la promesse qui poussera quelqu'un à lui remettre les économies de toute une vie. Le prochain système est déjà en marche. Yitzhak Abergil purge 3 peines de prison à perpétuité dans une prison israélienne. L'homme qui a ordonné de tuer 3 personnes innocentes dans une rue de Tel Aviv, l'homme qui a construit l'un des empires criminels les plus vastes que le monde moderne ait vu, ne respirera plus jamais l'air libre. Il n'y aura plus de recours, plus d'appels, plus de manœuvres juridiques. C'est la fin de son histoire. Zev Rosenstein, survivant de 7 tentatives d'assassinat, de l'extradition la plus compliquée de l'histoire d'Israël et de 10 à 7 années derrière les barreaux dans 2 pays différents, a été libéré sous condition en 2021. Il a dit qu'il se retirait, que ses jours dans le business étaient terminés, qu'il était un vieil homme qui voulait vivre en paix. La police, selon des informations persistantes dans les médias israéliens, ne le croit pas. Nizim Alperon, le patriarche qui avait survécu à 9 tentatives d'assassinat sans que le crime organisé puisse venir à bout de lui, est mort d'un cancer en 2023, à l'âge de 68 ans. Il y a là une ironie sombre. Tous les tueurs à gages, toutes les voitures piégées et tous les missiles anti-chars n'ont pas pu faire ce qu'une maladie a fait. Shalom Domrani, connu dans les cercles criminels comme le roi du Sud, est libre et l'on pense qu'il reste actif. Lee Elbaz purge 22 ans dans une prison fédérale américaine pour avoir volé 145 millions de dollars à des personnes qui lui avaient fait confiance. En décembre 2024, le Parlement israélien a adopté une nouvelle loi autorisant les tribunaux à imposer des ordonnances restrictives contre des figures criminelles suspectes sans nécessité d'un procès pénal complet. C'est une reconnaissance implicite, presque confessionnelle, du fait que l'intimidation des témoins a rendu les poursuites classiques pratiquement impossibles dans les affaires les plus graves. Le cycle continue, parce qu'il continue toujours. L'histoire du crime organisé israélien n'est pas seulement l'histoire d'hommes brutaux qui ont décidé de bâtir des empires sur la violence et la tromperie. C'est aussi l'histoire d'un État qui a choisi de détourner le regard pendant des décennies, qui a protégé ses citoyens criminels de la justice internationale pour des raisons qui avaient davantage à voir avec la politique et l'identité nationale qu'avec l'éthique.
qui a tardé à construire les outils nécessaires pour combattre un problème devenu une menace existentielle pour la sécurité publique de ses propres citoyens arabes. Et lorsqu'il a finalement agi, lorsqu'il a lancé les enquêtes, créé les unités spéciales, adopté les lois et obtenu des condamnations spectaculaires, il a découvert que le problème était plus profond et plus adaptable que ce que n'importe quelle opération policière pouvait résoudre. Parce que les bombes, les diamants, les comprimés d'ecstasy et les appels téléphoniques frauduleux sont tous les symptômes du même problème initial, celui des communautés qui grandissent sans opportunité, sans confiance dans les institutions et sans rien à perdre. Celui des systèmes qui permettent à l'argent sale de circuler sans conséquence pendant assez longtemps pour bâtir des empires. Ce soir-là, le 11 décembre 2003, dans la rue Yehuda Halevi, lorsque la fumée s'est dissipée et qu'il est devenu clair que les morts n'étaient pas des victimes du terrorisme politique, mais du crime organisé, Israël a dû se regarder dans un miroir qu'il avait évité pendant trop longtemps. Ce qu'il a vu était dérangeant, ce qu'il continue de voir aujourd'hui, des décennies plus tard, avec la violence dans les communautés arabes atteignant des records historiques et la corruption infiltrée dans les unités d'élite, suggère que ce reflet ne s'est pas autant amélioré qu'on aimerait le croire. Les histoires des grands parrains se terminent toujours de la même manière, dans une cellule, dans un cimetière ou dans un exil, loin de la vie qu'ils avaient autrefois. Mais les structures qui les ont produits survivent à leurs protagonistes. Elles l'ont toujours fait. Le véritable coût de cet empire ne se mesure pas en années de prison, ni en kilos de drogue saisis, ni en millions de dollars confisqués. Il se mesure aux personnes mortes dans des rues qui n'avaient rien à voir avec rien, aux familles photographiées 20 minutes avant de tout perdre, aux enfants de 3 ans, aux travailleurs qui allaient changer des devises un jeudi après-midi et ne sont jamais rentrés chez eux. C'est cela, le coût réel. Et celui-là ne disparaît jamais. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir consacré ton temps à ce récit. Si cette histoire t'a marqué, si tu penses qu'elle mérite d'être racontée et entendue, je te demande de mettre un like à cette vidéo. Ce petit geste nous aide énormément à continuer de produire du contenu de cette qualité. Abonne-toi à la chaîne Relato Mafioso si ce n'est pas encore fait, pour ne manquer aucune histoire. Et dis-nous dans les commentaires quelle partie de ce récit t'a le plus marqué. Nous lisons tout. À la prochaine.